Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'édito avec Simon Rochelot. Comme vous le savez, c'est ça, sachant que Frank est en congé de paternité pour les prochaines semaines. C'est ça, c'est moi qui prends le relais avec Simon, comme on l'a Mhm. fait de temps en temps par le passé pour reprendre le relais avec l'édito. C'est ça, il n'y en avait pas eu la semaine dernière, c'est ça. Simon avait quelques petits Oui, c'est entretiens, ça. quelques petits comme ça. Donc, on recommence cette semaine, tranquillement Oui. pas vite. Puis c'était quand même un gros sujet. Simon, je suis assez content d'en jaser avec toi, même si on a parlé un peu dans le podcast, mais je Mhm. savais qu'avec toi, on allait y aller sur l'aspect plus juridique et plus en profondeur, c'est la fameuse décision de la Cour d'appel fédérale sur l'état d'urgence, la loi sur les mesures d'urgence par rapport au convoi des camionneurs qui s'est passé il y a 4 ans, en fait, en février 2022. Donc, ça a sorti, puis tu as vraiment fait un travail de moine. Écoute, on parle d'une décision de quasiment au-dessus de 200 pages. On ne checkera pas les 200, bien évidemment, on ne va pas vous faire endormir là-dedans, mais on a focusé vraiment sur le principal, puis nous a fait un travail là-dessus. Fait que, écoute, je te suis. Je suis vraiment curieux. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, ma volonté aujourd'hui, c'est pour ça que souvent j'aime ça quand on présente un document que j'ai annoté comme ça, c'est pour essayer de rendre les décisions des tribunaux plus audibles, puis tu sais, plus accessibles auprès de monsieur, madame, tout le monde. Fait que là, c'est ça, tu sais, j'ai souligné les passages qui m'apparaissaient plus importants. On les fera peut-être pas toutes, mais on OK. va aller dans l'ordre. Parfois, j'ai mis des commentaires, je vais mettre les distinctions qui s'imposent. Puis aussi, c'était pour remettre les faits. Fait que, tu sais, ben, c'est ça, commençons là. D'abord, on se rappelle, ça, il s'agit de la toute première utilisation de la loi sur les mesures d'urgence qui était venue remplacer la loi sur les mesures de guerre. Là, ici, on explique rapidement là, comment que ça s'est fait. Tu as eu au mois de février 2022, au début, tu as eu la proclamation déclarant une urgence d'ordre public. Ensuite, tu as eu dans lequel le gouverneur général en conseil, ben ça, finalement, c'est le premier ministre, puis sa garde rapprochée, tout ça, qui déclara qu'il croyait, pour des motifs raisonnables, qu'il se produisait un état d'urgence visé par le paragraphe 17.1 de la loi sur les mesures d'urgence, ce qui justifiait les mesures extraordinaires à titre temporaire. Puis ça, c'est important parce que c'est l'urgence telle que définie par la loi. C'est là que le bas a blessé. On va le voir plus tard, parce qu'il faut toujours, dans le fond, la Cour a changé de la manière que l'urgence était définie selon la loi, là, pas juste selon ce qu'on peut en penser ou ce que votre voisin en pense. C'est pas dans les airs, ça, là, c'est couché sur papier. Bon, après ça, suite à la proclamation, tu as eu le lendemain, 15 février, tu as eu le règlement à ces mesures d'urgence, puis tu as eu le décret sur les mesures économiques d'urgence. Je voulais l'exposer là, mais on ne fera pas nécessairement toutes les distinctions dans le détail, parce que je Non, veux quand c'est même ça. garder ça le plus simple pour tout le monde. Là. Puis c'est important de rappeler pourquoi on en est arrivé là. Ben, c'est à cause du fameux convoi de la liberté. Ça a commencé le 28 janvier 2022. Tout le monde, tu as eu les camionneurs qui ont collé un ralliement à Ottawa devant le Parlement pour protester contre les mesures liées à la pandémie de COVID. Au départ, c'était contre la vaccination obligatoire des camionneurs traversant la frontière. Fait que ça a créé, on sait que ça a créé du mécontentement à Ottawa autour du Parlement comme tel. Mais aussi, on en parlait de temps en temps, mais on n'a peut-être pas assez dit. C'est que tu avais également aussi des enjeux par rapport à des blocus à la frontière. Tu avais le port frontalier de Sweetgrass Coutts Ouais, en Coates, là, Alberta. ouais, c'est ça, Coates en Alberta. On Tu avait vois, entendu celui-là, parler, ouais. je ne m'en rappelais même plus, mais c'est l'autre que je me rappelais, c'était le pont Ambassador en Ontario, qui fait le lien Ouais. entre l'Ontario et les États-Unis. On sait que ça avait brassé plus là-bas. Fait que là, on peut continuer. Page suivante. Ben ça aussi, on en avait discuté il y a à peu près un an maintenant, 29 janvier 2024. La Cour d'appel fédérale avait conclu que les motifs qui avaient permis au gouvernement les motifs que le gouvernement avait invoqués pour déclarer l'état d'urgence, ben, que ça ne respectait pas les exigences de la fameuse loi sur les mesures d'urgence, No puis que shit. certaines des mesures, qui avaient été prises portaient atteinte à la charte canadienne, finalement. Là. Puis que ça, Ben, là, ouais. en fait, ils ont déclaré l'obvious, là. Vraiment, c'était Mhm. surtout ça, là. Ouais, mais il faut se rappeler que c'était eu la commission Rouleau avant. Ben oui, c'est vrai qu'il avait dit l'inverse. Ben oui, Oui, c'est ça. c'est ça. Parce que ça, c'était une commission d'enquête, si on veut, mais maintenant, tu as vraiment une contestation devant les tribunaux en Cour fédérale. En Cour fédérale, ben, c'est venu dire que le gouvernement avait tort. Là, maintenant, la décision a été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale. Et la Cour d'appel fédérale est venue, pour l'essentiel, confirmer la décision de la Cour de l'instance inférieure. Sauf pour un point, là. Il y a un point de la charte qu'ils ont dit qu'ils refusaient de se prononcer là-dessus, là. Sur la charte canadienne. C'était juste y retourner un moment. Je pensais que mon onglet était ouvert. C'est sur la liberté de réunion pacifique. Ils ont dit, écoutez, parce que dans le fond, la Cour d'appel fédérale a conclu à violation, un peu comme la Cour fédérale, de liberté de croyance, de pensée, d'opinion et d'expression. Fait qu'on sait, c'est un enjeu. C'est vraiment ça qui est au cœur du débat, en fait, c'est l'enjeu lié à la liberté d'expression. Ouais. Puis, fait que, ils ont dit, comme on est arrivé à cette conclusion-là, on n'a pas besoin de se prononcer à savoir s'il y a eu atteinte à la liberté de réunion pacifique parce que c'est comme inclus l'un dans l'autre. Fait qu'on va pas là. C'est ça la grosse différence, je dirais, avec la OK. décision du tribunal inférieur. Fait que c'est ça.
Maintenant, on peut skipper. Bon, on peut sauter. On va aller. Ben, c'est ça. Peut-être aller rapidement à la page 13. Parce que, tu sais, d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça repartit? C'est pourquoi qu'à la fin janvier 2022, il y a des camionneurs qui ont décidé de se ramasser, devant le Parlement à Ottawa. Ben, c'est parce qu'au mois de novembre précédent, pardon, novembre 2021, l'Agence de santé publique, on se rappelle ma Dr Tam, là. Ah ouais, la Dr. Glory Roll, là, c'était Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Tu portais un masque quand on fait l'amour, là, c'est bien important. Ben, j'allais dire Quash, mais non, Quash, c'était au Québec. C'était non, pas. c'est ça. Puis elle n'était pas Quash, quand même pas. Non, puis elle n'était pas là à l'époque, puis elle n'était pas à la santé publique. Non, non, Puis elle c'est a quand ça. même pas mal plus d'allure, Dr. Quash, pour être fair. Là, fait que, On commence à y mêler. Il y en a tellement eu de docteurs qui ont passé durant la pandémie. ouais. Puis c'est le fun de. Tu sais, là, je fais un effort de mémoire aujourd'hui, mais c'est le fun de les avoir oubliés entre temps. C'est correct qu'on Oui, fasse en effet. Le fait que la santé publique, c'est ça, soit moins des superstars qu'à une certaine époque, disons que ça fait du bien un peu. Ouais, ben c'est ça. Fait que tout ça déboule du fait qu'en novembre 2021, la santé publique fédérale a dit ouais, ben là, à partir du 15 janvier 2022, là, il y a certains groupes de voyageurs qui avaient été exemptés jusqu'alors parce qu'on disait qu'ils fournissaient des services essentiels, par exemple les camionneurs. Ben là, maintenant, vous allez être soumis à l'obligation vaccinale pour traverser la frontière. Puis là, c'est ça, ça a fait le convoi. Là, on sait que ça a créé des sources de perturbation. Là, je suis encore à la page, c'est page du PDF, là, 13 et 14. C'est pas la même chose que la décision comme telle, mais évidemment, ça a créé des sources de perturbation. Il y a eu des bruits, il y a eu des feux d'artifice, il y a eu des klaxons. On sait qu'il y a des gens qui disaient qu'ils étaient automatiques. Ah oui, je ne sais pas si tu t'en rappelles, il y avait certaines chroniqueuses de Radio-Canada qui disaient que le truc de klaxonner, là, le honk, honk, honk en anglais, là, Oui. ils pensaient que c'était un genre de code secret pour Heil Hitler ou je sais pas trop quoi. quoi. Parce que c'est HH qui est la 8e lettre de l'alphabet, fait que ça fait Heil Hitler, ouais, t'es comme tab. C'est pas on traitait ces gens-là de conspi alors qu'on parlait d'eux autres de manière très conspirationniste, on s'entend, là? Ben oui, ben c'est parce que c'est ça, c'était un peu l'arroseur arrosé. C'était qui les conspirationnistes, dans le fond, tu sais, je veux dire. C'était ça, ces gens-là qu'on élevait au rang d'experts et de sommités, tu sais, je veux dire, ouais, t'as peu, là. Fait que là, juste continuer rapidement sur cette page-là. Ben là, parce que ce bout-là, je veux passer un peu plus de temps parce que c'est un peu plus important. Du 30 janvier au 2 février 2022, les participants au convoi se sont mis à ériger des structures, ont commencé à s'organiser en vue d'une occupation de longue durée, clairement qu'ils ne bougeraient pas jusqu'à ce que toutes les restrictions liées à la COVID-19 soient levées. Le chef du service de police d'Ottawa a déclaré le 2 février qu'il n'y a peut-être pas de solution policière, peut-être qu'il faut faire appel à d'autres éléments pour mettre fin de manière sûre, rapide et durable à cette manifestation qui se déroule ici et dans tout le pays. Le lendemain, le maire d'Ottawa se met là-dedans. Il demande des mesures au gouvernement fédéral et au gouvernement ontarien. Bon, là tu as les organisateurs du convoi ce jour-là qui ont dit qu'ils demeuraient à Ottawa jusqu'à ce que toutes les mesures soient levées. 6 février, le maire d'Ottawa déclare l'état d'urgence. Ça, c'est au niveau de la ville d'Ottawa. Là, le lendemain, donc on est rendu le 7 février, le Bureau des renseignements criminels de la police provinciale de l'Ontario a déclaré le convoi comme une menace à la sécurité nationale et a demandé le déploiement de 1800 policiers supplémentaires. Puis ça, c'est important parce que ça va revenir plus tard de dire, est-ce que les moyens puis les lois qu'il y avait en place, est-ce que c'était suffisant, les mesures qui existaient déjà, est-ce que ça aurait suffi à contrôler le problème s'il en était un, plutôt que de devoir absolument invoquer les mesures d'urgence finalement, là? Ben moi, c'est ce qui me flabbergastait à l'époque, puis encore aujourd'hui, parce que c'est ça, tu me réminisces un peu en me répétant la continuité ou la chronologie des événements, c'est à quel point on dirait que la police ontarienne, puis en tout cas, autant que je ne suis pas un expert en service policier, bien évidemment, je donne mon opinion d'un point de vue extérieur, puis d'avoir vu ça au niveau médiatique et tout ça, mais je trouve tellement que ils ont gueulé à la menace à la sécurité nationale très, très vite, alors que même justement la commission Rouleau, on sait que les chefs de police, les chefs de renseignement des polices d'Ottawa ont commenté, ont témoigné. Et ils ont dit que certains ont même dit que c'était une des manifestations à large devant le Parlement les plus pacifiques qu'ils ont vues de leur vie. Là. On rappelle qu'il n'y a pas eu personne qui est décédé, il n'y a même pas eu une fenêtre de cassée. Il y a eu, oui, une histoire avec, c'est ça, la statue de Terry Fox, que ça a duré une journée. Après ça, ils l'ont tout nettoyé, puis ça finit là. Mais je veux dire, à part, je comprends, il y a énormément de gens, puis les routes sont bloquées dans la rue, puis oui, ça klaxonne, puis des feux d'artifice, puis c'est quasiment un genre de party non-stop durant les fins de semaine, tout ça, puis les Tim Hortons du coin font des ventres corps, là, mais à part de ça, tu sais, si ça aurait été tout ce monde-là serait venu, puis à tous les jours, tu aurais un quartier de la ville vandalisé, là, tu dis, OK, je comprends,
c'est quasiment une micro-révolution. Là. Ça n'a juste pas de bon sens, mais ça n'a jamais été le cas. Là. On le Oui. voyait dans les vidéos encore aujourd'hui. C'était pas uniquement un peu comme le 6 janvier américain. C'était pas comme tous des gars en kaki, esprit habillés quasiment en genre de semi-militaire. C'était des gars, des femmes, des grands-mamans, des enfants. C'était monsieur, madame, tout le monde. Là. C'était toutes les cultures qui étaient là. Oui, puis tu as eu, je venais de le passer, mais on peut y aller rapidement. Tu as eu une injonction qui a été rendue par la Cour à Ottawa pour dire pour 10 jours arrêter de klaxonner. Oui, ça me Pour rappelle. l'essentiel de mémoire, ça avait été respecté. Fait que ça s'inscrit dans. Je ne sais pas qu'il n'y a pas eu quelqu'un de temps en temps qui n'a pas utilisé son klaxon pareil, mais de façon générale. Puis ça aussi, ça s'inscrit dans les instruments juridiques ou autres, les instruments juridiques de l'appareil de l'État qui existaient déjà pour essayer de contrôler la situation finalement. Bon, là, on parle qu'il y a eu du financement qui est rentré des États-Unis. Un peu plus loin. Ça, c'était avant ou même pendant qu'ils disaient que ça vient-tu des Russes, ça, cet argent-là? Là? Ouais, ben c'est ça. Il y a un bout, c'est-tu du financement républicain illégal? Puis là, c'est toute la conspi, puis le financement étranger, puis les Russes sont embarqués là-dedans. Ça, c'était loufoque, là. Non, c'est ça. Puis là, on dit qu'il y avait des gens associés à Dialogon qui ont été Diagolon. Tu sais, on se rappelle, Mané Pierre Poliev, il était allé bien plus tard à un événement, puis il y avait un sticker de Dialogon sur un trailer. Fait que là, on disait, ça y est, c'est un conspi. Là. Mais c'était même pas au convoi de la liberté. Je pense que c'était en Nouvelle-Écosse, si je ne me trompe pas. Ouais, quelque chose de même. C'était comme un genre de micro-campement. Puis le pire, c'est que supposément que cette van-là ou cette roulotte-là, qu'il y avait différents logos sur la porte. Puis il y en avait un qui était supposément d'un truc conspirationniste. Crime, tous les médias de Radio-Canada ont spiné là-dessus pour dire que Poliev est un complotiste à cause qu'il était à côté puis qu'il est rentré dans la roulotte. Alors que le gars qui possédait la roulotte, il avait acheté un gars du convoi de la liberté qui avait déjà ses affaires écrites dessus avant qu'il l'achète. Ben, tu sais, c'est ça, là, à un moment donné. Là, c'est loin pas mal, on dit. Oui, c'est ça. Puis là, on dit qu'il y a des gens qui avaient été à la manifestation avec des étoiles jaunes de David avec écrit anti-vax ou des gens avec des croix gammées, des drapeaux confédérés. Bon, en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu bizarres là. À notre connaissance, il y a eu un seul drapeau confédéré qui a spiné dans tous les médias parce que quelqu'un qui a pris une photo. Puis c'est drôle, on ne l'a plus jamais revu, cette personne-là. Oui, il y a des théories qui circulent à savoir si c'était pas quelqu'un qui avait été planté là, effectivement, là, en effet. En fait, c'est un des rares côtés conspi que j'ai par rapport à cette histoire-là, Simon, mais là-dessus, je me pose toujours la question parce que, tu sais, autant je dis pas que c'est pas possible, simplement que, je sais pas si tu t'en rappelles, un an avant, c'était en début 2021, c'était durant la pandémie, puis les médias québécois comme canadiens n'avaient aucune idée de quoi jaser, c'était à part la COVID, bien évidemment, au niveau de l'actualité, c'était sec comme c'est pas possible. Puis il y avait eu, te rappelles-tu l'histoire du fameux vol de Sunwing ou d'Air Transat avec la gang de jeunes qui ont fait le party dans l'avion, là, avec le genre d'influenceurs millionnaires ou je sais pas trop quoi, là. Je me dis, ils ont passé des semaines à parler de ça, mais tu dis, avec une photo, ils ont pu savoir ces gens-là, c'était qui, leur nom, leur adresse, où c'est qu'ils travaillaient, où c'est qu'ils étudiaient. Ils ont fait quasiment un genre de CSI Québec pour savoir aussi que tous ces jeunes-là habitaient où et qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie. Vous êtes en train de me dire que la dite personne qui a tenu le drapeau, encore aujourd'hui, en 2026, on ne sait toujours pas c'est qui, on ne sait toujours pas c'est quoi son nom. On t'entend-tu que si on sait, c'est vraiment pour être contre les complotistes, puis contre les confédérés, puis les révolutionnaires, nos chers amis des médias traditionnels le renvoyer dans la boîte à côté, un peu comme le gars de QAnon Shaman, là, le gars avec les cornes là, au 6 janvier. Là, il aurait fait ça. Ben, c'est drôle, on n'a jamais su c'était qui. Non, ben, c'est pas que c'est intentionnel. Peut-être que ça se trouve, ils n'ont pas voulu fouiller. Mais encore là, ça monte un peu que c'est ça, il manque quelque chose. Mais je me suis toujours posé la question. C'est une question que je pose, je dis pas que c'est ça. Comme l'a déjà dit Yann, le biais journalistique se fait beaucoup dans la sélection de la nouvelle. Exactement. C'est le cœur de tout ça. Là. Fait que c'est ça. Là, on peut possiblement. Ben, c'est ça, 11 février, le gouvernement de l'Ontario a déclaré l'état d'urgence à l'échelle de la province, parce qu'on se rappelle au début, quelques jours avant, tu as eu la ville d'Ottawa. Là, après ça, tu as le gouvernement de l'Ontario. Là, ça nous ramène ensuite. Là, ça nous ramène, on se rappelle, tu as eu le. Ben, enfin, on se rappelle, tu as eu le 14, tu as eu le 14 et le 15, tu as eu la proclamation au niveau fédéral, proclamation après ça, tu as eu le décret, tu as eu le règlement. C'est ça, j'avais dit, je rentrerai pas. Toutes les étapes protocolaires. Là, oui, c'est ça. C'est ça que je mentionnais plus tôt. Je ne voulais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Mais je peut-être juste mentionner rapidement, qu'est-ce qui se passait aussi, pas juste à Ottawa. On a eu... attends, je suis à la page... OK, excuse-moi, parce que je suis allé vérifier quelque chose en arrière. OK, c'est ça. On a eu le pont ambassadeur. Ben ça, c'était du 6 février. 6 février 2022, le blocus commence.
11 février, la Cour supérieure de justice a accordé une injonction pour y mettre fin. Puis le 13 février, la police a réussi à expulser les manifestants. Fait que tu comprends. Mais ça, c'est curieux, c'est que la ville de Windsor, parce que c'était à Windsor, le pont Ambassadeur, ils ont déclaré l'état d'urgence le lendemain, donc le 14 février, mais comme le pont avait été éclairé. C'est un La bureaucratie est en retard. Bon, là, après ça, on dit que tu as eu un blocus au pont Blue Water à Sarnia qui a commencé le 8 février, puis l'accès est rétabli le 14 février. Ah, ça, j'étais au courant de ça. Moi non plus. Le pont Peace, tu as eu un blocus qui a commencé le 12 février, mais la police d'Ontario a pu rétablir la circulation 2 jours après, le 14. Puis en Alberta, on nous parle, c'est du blocus au pont Coots, mais ça a commencé à la fin janvier. Puis ça s'est réglé le 14 février où est-ce qu'on a arrêté? On a arrêté 11 individus, dont 4 qui ont été accusés de complot pour meurtre et d'autres infractions. On a saisi le contenu d'une cache d'armes, dont 14 armes à feu, grande quantité de munitions, des chargeurs à grande capacité, des gilets pare-balles, dont certains portaient l'insigne de Diagolon. Encore une fois, ça, je l'ai souligné pour dire que c'est pas pour nier le fait qu'il n'y en avait pas du monde bizarre associé à ce qui était le convoi au sens large, pas juste à Ottawa, l'ensemble du Canada, mais la question, c'est de dire est-ce que les instruments juridiques en place suffisaient ou si tu avais absolument besoin de déclarer l'état d'urgence? Est-ce que l'état d'urgence en fait, la situation telle qu'elle existait à l'époque se qualifiait selon les critères de la loi sur les mesures d'urgence, finalement. Et surtout, si je mémoire est bonne, Simon, quand ils ont vraiment clairé les derniers manifestants, ou du moins des gens du convoi à Ottawa, la journée aussi que ça avait brassé beaucoup, puis il y avait même une dame qui s'était fait écraser par un cheval, on s'en rappelle. Même notre ami Alexa Lavoie s'était fait taiser sur une jambe, puis en tout cas, elle a été longtemps à l'hôpital là-dessus. Ma dernière nouvelle, me semble qu'il avait dit, parce que tu sais, on s'en rappelle, là, quand Éric Duhem avait été à Tout le monde en parle, tu avais le hashtag les experts de l'achat de je ne sais pas trop quoi. Un monsieur français qui prenait cet exemple-là pour dire qu'il y avait un convoi d'armes qui s'en venait au convoi. Dernière nouvelle, ils n'ont pas trouvé un seul gun des gens qui ont pogné au convoi à Ottawa. Là. Il n'y a jamais eu une altercation policière armée, encore moins, puis qu'on parle d'armes, on parle vraiment d'armes à feu ici. Là. Si vous me dites qu'il y a un pied de biche, pas encore là. Même s'il y en avait, l'histoire nous le prouve. Il n'y a pas eu une fenêtre de casser tout le long de cette histoire-là. L'histoire de cache d'armes puis tout ça, c'était en Alberta, ça. Donc. Non, c'est ça. Là, on est un peu loin. Voilà. Là, on parlait à la page 20 du document PDF, ouais. la fameuse proclamation, comme je l'avais dit, proclamation, règlement, décret, puis après ça, je ne fais plus la distinction. Là. Mais en gros, 5 aspects d'état d'urgence pour justifier le recours. On parlait de blocage continu mis en place par des personnes et des véhicules à différents endroits au Canada et les menaces continues proférées en opposition aux mesures visant à mettre fin au blocage. Là, après ça, on invoquait les effets néfastes sur l'économie canadienne qui se relèvent des effets de la pandémie de COVID-19 et les menaces envers la sécurité économique du Canada découlant des blocages d'infrastructures essentielles. Ça, je dirais oui pour le pont ambassadeur puis au niveau des frontières. Ouais, je pense pas qu'à Ottawa. Il a été éclairé la veille de la proclamation. C'est ça l'affaire. C'est parce que c'est ça. C'est ça qu'on dit depuis le début. Sachant qu'on sait que la colline parlementaire d'Ottawa a toujours été et sera toujours le lieu principal des manifestations. Sachant que c'est le siège du pouvoir au Canada, ben c'est normal que tu sois là. Je comprends qu'ils ont été une coche au-dessus, puis ça n'a pas duré une journée, puis ils ont bloqué des rues. Mais, comme je te dis, il n'y a pas eu de violence. Puis, on entend ça que, c'est ça. Autant que je comprends que les effets néfastes sur l'économie d'Ottawa, peut-être pas. Comme je te dis, il y a des Tim Hortons qui ont fait des ventes records durant tout le long du convoi. Ouais, rendu là, il y en a que ça a fait chier. Est-ce que c'est un peu ça que la Cour aussi se questionne à un moment donné, c'est que tu dis, bon, ce qui se passe à Ottawa, est-ce que, considérant que le reste est en train de se régler ailleurs au pays, est-ce que ça justifie une déclaration d'urgence à la grandeur du pays? Il y a ça aussi. Rendu là, l'état d'urgence ontarienne aurait suffi. Puis... oui, puis là, après ça, on nous parle des effets néfastes découlant des blocages sur les relations qu'entretient le Canada avec ses partenaires commerciaux, notamment les États-Unis. Bon, ça fait un peu sourire dans le contexte actuel quand on voit le gros Doug Ford s'exciter puis verser des bouteilles de Crown Royal à terre, mais ça, bon, c'est une autre affaire. Le temps change, hein? Oui. Après ça, on nous parle de la rupture des chaînes de distribution et de la mise à disposition de ressources, de services et de denrées essentielles causées par les blocages existants et le risque que cette rupture se perpétue si les blocages continuent et augmentent en nombre. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'est-ce qu'il était en train de se perpétuer et est-ce qu'il augmentait en nombre? Puis finalement, le potentiel d'augmentation du niveau d'agitation et de violence qui menacerait davantage la sécurité des Canadiens. Bon. Là, ce qui n'était pas le cas. Le seul, à part, comme tu dis, tous les points par rapport aux frontières et à l'économie, ça touchait principalement tout ce qui arrivait à Côte puis au pont ambassadeur, mais ça avait été fait, comme tu dis, la journée d'avant. Puis le reste, on compte toutes les raisons possibles. Le convoi à Ottawa ne rentrait pas là-dedans. Là. Le potentiel d'augmentation de la gestion de violence,
Ben, c'est sûr qu'en même temps, depuis le début, puis écoute, je suivais ça autant sur les réseaux sociaux que je me rappelle très bien la première ou la deuxième journée que le convoi est arrivé à Ottawa, il y avait une conférence de presse des dits leaders. Je pense même que Tamara Lynch était là, puis une couple d'autres, incluant un gars que je me rappelle plus, mais c'était un ancien gars de la GRC, là, puis qui avait été comme. C'est drôle, les médias ont découvert son existence une semaine et demie plus tard, alors que moi, je l'ai vu dans un live YouTube qui était super facile de trouver l'accès, en tout cas, peu importe. Puis il avait dit dans leur conférence de presse que nous, on est là de manière pacifique, on veut starter un dialogue avec le gouvernement pour justement débloquer quelque chose. Tu sais. Puis là, le gouvernement n'a jamais voulu, premièrement. Mm-hmm. Puis après ça, les médias ont spiné que c'est un 6 janvier canadien, il se prépare à attaquer le Parlement. Ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais été le cas du tout. Au contraire, si tu vois les vidéos d'aujourd'hui, c'était un party à ciel ouvert. Tu avais des grands-mères qui servaient des cafés, esprit, à des personnes amérindiennes, puis des gens d'origine sikh, esprit, puis ça jouait au hockey dans les rues. Puis non, tu sais, puis l'affaire, on l'a vu, les gars dans le jacuzzi, toute la patente, là, on n'était pas là pantoute. La réalité, la réalité médiatique qu'on essaie de nous faire avaler versus ce qui se passait vraiment sur le terrain, c'était vraiment une toute autre idée. Par rapport à ça, je tiens à le préciser. Moi, parce qu'il y a comme eu des micros qu'on voit ailleurs au pays, il y en a eu à Québec, il y en a eu dans d'autres villes canadiennes. Moi, j'ai été aux 2 de Québec qu'il y avait eu. J'ai pas été à Ottawa, mais je connais beaucoup de gens que je connais qui y ont été. Puis écoute, c'est pas mal ça que j'ai entendu aussi de mon côté. Là, je veux juste aller rapidement, parce que je veux le temps file, sur c'est quoi que le règlement qui a été adopté, c'est quoi les interdictions qu'il prévoyait. Bon, paragraphe. C'est-tu à la page ici, c'est ça? Non, là, on est rendu à la page 23. 23, parfait. Ouais. Là, d'abord, au paragraphe 2, ça interdisait la participation à une assemblée publique dont il est raisonnable de penser qu'elle aurait pour effet de troubler la paix par l'un des moyens suivants: entrave gravement le commerce ou la circulation des personnes et des biens, entrave le fonctionnement d'infrastructures essentielles, favorise l'usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens. Paragraphe 4 interdit les déplacements à destination à l'intérieur d'une zone où se tient une assemblée visée. L'article 5 interdisait à quiconque, directement ou non, de réunir ou de fournir des biens ou d'inviter une autre personne à le faire pour participer à toute assemblée visée ou faciliter une telle assemblée pour en faire bénéficier une personne. Fait que, tu ne peux pas aider finalement les gens du convoi à partir de l'adoption de ce règlement-là. Là, on parlait, venant compléter ces dispositions, l'article 6 désignait des lieux protégés comme la colline parlementaire et les immeubles gouvernementaux pouvant être aménagés. Ça, c'est weird. Ça, on venait protéger des lieux on ne peut plus propice à des manifestations, finalement, comme en restreindre l'accès. C'est quand même particulier. Les lieux protégés, c'est quoi? La colline parlementaire, c'est des terres autochtones non cédées. On dirait qu'il en parle un peu de cette manière-là. Là, c'est un peu weird. Là. Dans la page suivante, je sais qu'il y en avait beaucoup accroché là-dessus à l'époque, puis nos auditeurs aussi. Le décret accompagnait le règlement le décret qui accompagnait le règlement obligeait les banques, coopératives de crédit, sociétés d'assurance, plateformes de sociofinancement et autres entités à geler les biens et les comptes de personnes désignées. Ce dernier terme s'entendait notamment de toute personne physique qui participait, même indirectement, à l'une ou l'autre des activités interdites au sens du règlement, finalement. Participait indirectement. Les gens qui sont arrivés, c'est juste des gens qui ont envoyé un don qui n'étaient peut-être même pas présents à la manifestation. Là. Qui ont juste dit, je vais donner 10$ au convoi, puis voyons, c'est quoi, c'est pas PayPal, c'était, GoFundMe, je pense. Oui, c'est ça. Puis là, les banques, les plateformes de sociofinancement, etc., devaient envoyer des informations à GRC sans faire de vérification plus poussée que ça au préalable. Bon, là, à la page suivante, page 25, on parle que il y a eu 257 comptes de, entre guillemets, personnes désignées qui ont été gelées. C'est quand même beaucoup, là. 257 comptes bancaires. Ça, là, ça a vraiment, autant que le Canada sous Trudeau a vraiment scrappé petit à petit l'image internationale du Canada, comme on l'a toujours eu depuis les années 2000, depuis Jean Chrétien, tout ça, mais ça spécifiquement, là, c'est ça qui a rentré le dernier clou dans nos relations internationales. Là. Pendant longtemps après ça, encore aujourd'hui, je dirais, peut-être avec Carney, c'est un petit peu moins pire, mais qu'on nous voyait quasiment comme un genre de Canada is the new authoritarian country, en tout cas. Puis que... C'est venu affaiblir le secret bancaire canadien, ou en tout cas, à tout le moins, l'image qu'on avait du secret bancaire canadien. Fait que bon, c'est quand même des effets à ne pas négliger. Mais à partir de ce moment-là, c'est là que le convoi, ça a perdu de la vitesse. Puis finalement, le 23 février, ben là, la proclamation a été relevée, a été révoquée. Fait que là, finalement, le règlement et le décret ont cessé d'avoir effet. Fait que le 23 février 2022, c'est là que l'état d'urgence a pris fin. Le gouvernement de l'Ontario aussi a levé sa déclaration. Là, c'est ça, parce que le 21, c'est la journée où c'est qu'ils ont vraiment rentré toutes les polices, puis c'était on les tasse, puis ça finit là. Puis c'est ça, c'est là que tout est oui, c'est ça, j'ai passé par-dessus, mais oui, il en parle également. Là, 196 personnes arrêtées, 110 là-dessus qui ont été accusées, 115 véhicules déplacés. Fait que ça brasse un peu. Ouais. Là, ben, c'est ça. Là, le 25 avril,
Ben là, il y a un décret qui est adopté où est-ce qu'on demande la tenue d'une enquête. Puis là, c'est l'année d'après là, que finalement la commission Rouleau a rendu sa décision. Le 17 février 2023, le commissaire a publié son rapport dans lequel il est conclu que les conditions justifiant le recours à l'état d'urgence étaient remplies. Là, j'étais à la page 26. Fait que c'est ça, on se rappelle, la commission Rouleau, lui, c'est ça. Il a dit qu'il trouvait que c'était justifié finalement de par l'analyse qu'il a faite. Mais là, on peut skipper pas mal de pages. On peut aller à la page 36. Juste pour revenir sur c'est quoi que la Cour fédérale est venue dire. Bon, la Cour, alors, page 36 ou page 32 du PDF, de la décision, mais page 36 du PDF. La Cour fédérale a appliqué la norme de décision raisonnable à la décision de déclarer l'état d'urgence en vertu du paragraphe 17 de la loi sur les mesures d'urgence. En appliquant cette norme, la Cour fédérale a reconnu qu'elle devait déterminer si le gouverneur en conseil, agissant sur recommandation du cabinet, croyait pour des motifs raisonnables qu'il fallait déclarer l'état d'urgence conformément à l'article 17 de la loi. Les motifs raisonnables existants lorsque les soupçons font place à la probabilité fondée sur la crédibilité. Fait que, il y a quand même différentes couches à franchir. En ce qui concerne l'existence d'une situation de crise nationale, la Cour fédérale a conclu que la loi sur les mesures d'urgence exigeait que le gouvernement fédéral attende que les provinces ou les territoires déterminent s'ils avaient la capacité ou les pouvoirs d'intervention pour faire face à la menace. Elle a reconnu quand même que la plupart des manifestants étaient animés d'intentions inoffensives, d'autres nourrissaient des desseins plus malveillants et n'étaient pas arrêtés aux efforts de la police pour démanteler les blocus. Cependant, elle a jugé qu'à l'extérieur d'Ottawa, les services policiers provinciaux et locaux avaient remédié à la situation. La Cour fédérale a également conclu que la rencontre avec les premiers ministres provinciaux tenue le 14 février 2022 satisfaisait l'obligation de consulter les provinces et territoires avant de déclarer l'état d'urgence. Fait que ça, ce bout-là est correct. On a toutefois noté que la plupart des premiers ministres provinciaux avaient avisé le premier ministre fédéral que le recours à la loi sur les mesures d'urgence n'était pas nécessaire sur leur territoire, car leur loi et leurs forces policières suffisaient à faire face à la situation. Incluant l'Ontario, j'assume. En tout cas, c'est peut-être pas précisé. Là, mais non, il me semble que l'Ontario l'avait dit qu'il n'avait besoin, mais tu penses parce que c'est ça, c'est l'état d'urgence national, ben, ça le dit, c'est appliqué à toute la nation canadienne, tout le territoire canadien. C'est ça. Il y a des provinces, dont le Québec notamment, qui ont dit comme ben non, nous autres, on n'a pas besoin de ça. Merci, pas besoin de ça. Là. C'est ça. Mais malgré tout, l'état d'urgence, dans le décret, on disait qu'il se posait dans tout le pays. Ça, c'était quand même spécial aussi. Bon, là, on peut peut-être sauter. OK. Là, on peut peut-être aller à la page 38. La Cour fédérale a énoncé sa conclusion sur l'existence d'une situation de crise nationale ainsi. Où est-ce que ça dit? Je suis d'accord pour dire qu'il est évident, selon la preuve, que la situation était critique et nécessitait une solution de toute urgence de la part du gouvernement, mais les éléments de preuve ne permettent pas d'affirmer qu'il était impossible de se faire face en recourant à d'autres lois canadiennes, comme l'avait fait l'Alberta, ni qu'elle échappait à la capacité et au pouvoir d'intervention des provinces. Ce qui s'est passé au Québec et dans d'autres provinces et territoires, dont l'Ontario, hormis la situation à Ottawa, démontre le contraire. Pour ces motifs, je conclus qu'il n'y avait pas d'urgence nationale justifiant le recours à la loi sur les mesures d'urgence et que la décision d'invoquer cette loi était donc déraisonnable et ultra-vires de la loi. Ça veut dire qu'elle dépassait le champ de compétences permis finalement. OK, c'est ça que ça veut dire ultra-vires. Parce que moi, tout, j'ai vu c'est quand tu débordes, par exemple, si un conseil municipal adopte un règlement qui serait déclaré ou qu'on dirait ultra-vires, c'est qu'il a rendu un règlement qu'il n'avait pas le pouvoir de rendre finalement. En gros, OK, mettons qu'il ferait un règlement sur une juridiction qui n'est pas la leur, par exemple. Oui, c'est ça, ou que la loi ne permet tout simplement pas. Ou, OK. Voilà. En gros, tu as dépassé la ligne. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Suite, page suivante. En ce qui concerne les menaces envers la sécurité du Canada, la Cour fédérale a conclu que le gouverneur en conseil n'avait pas de motif raisonnable de croire qu'il existait des menaces envers la sécurité du Canada au sens de l'article 16 de la loi sur les mesures d'urgence. Bien qu'elle ait reconnu que les préjudices causés à l'économie et au commerce canadien étaient concrets et préoccupants, elle a conclu qu'il ne constituait pas des actes ou des menaces de violence graves contre des personnes ou des biens. Ça, c'est important parce que le décret il a été adopté, la proclamation de l'état d'urgence a été faite notamment suivant ces considérations-là qu'il y avait des menaces de violence graves contre des personnes ou des biens. Bien, la Cour fédérale est venue dire que non. Puis ça a été confirmé justement par la Cour d'appel fédérale, la décision qu'on regarde aujourd'hui. Là, après ça, on peut peut-être aller à la page 41. Le petit passage en rouge. Les armes saisies à Coutts demeurent le seul exemple de violence ou de menace de violence qui s'est produit. La GRC a pu y mettre fin en appliquant le code criminel. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Des armes qui n'ont pas été utilisées en passant. C'est pas comme s'ils étaient armés durant le manif, c'est qu'ils ont découvert ça chez eux, je pense. En tout cas, c'est chez les manifestants. Il y avait une cache d'armes, mais en gros, ce qu'on dit, c'est que la GRC était capable d'y mettre fin en appliquant les dispositions actuelles du code criminel. C'est ça, pas besoin de. Ça a été réglé avant la proclamation de l'état d'urgence. C'est vraiment le seul cas de violence ou menace de violence par arme qu'on a retrouvé au Canada, au pays. Fait qu'évidemment, on dépasse, parce qu'au départ, le convoi des camionneurs d'Ottawa, je veux dire, on dépasse de beaucoup. On n'est pas là pantoute, on n'est pas à Ottawa du tout.
Au bout du compte, au bas de la page, la Cour fédérale a conclu que les autres motifs invoqués dans la proclamation pour justifier le recours à la loi sur les mesures d'urgence auraient permis de satisfaire aux critères des menaces envers la sécurité du Canada si cette expression n'avait pas été définie par le législateur. Ça, je vais l'expliquer après. Le critère justifiant la déclaration d'état d'urgence prévu par la loi exige que chaque condition soit remplie, y compris de la définition incorporée par renvoi de la loi sur le SCRS, sur la Cour fédérale, bien que les préjudices causés à l'économie et au commerce canadien aient été très concrets et préoccupants, ne constituaient pas des menaces ou l'usage de violences graves contre des personnes ou des biens. Ben c'est ça, c'est parce que la menace envers la sécurité du Canada, c'est défini par la loi. On y a une référence à une définition incorporée dans la loi sur le Service canadien de renseignement de sécurité, c'est ça, le SCRS. Fait qu'il n'y en avait pas de menace envers la sécurité du Canada telle que définie par la loi, donc le gouvernement ne pouvait pas adopter cette proclamation-là, finalement. Mais ils l'ont fait pareil. Mais ils l'ont fait pareil. D'où le fait que la Cour est venue dire que c'était ultra vires, finalement. Ensuite, la Cour fédérale a examiné si le règlement et le décret violaient les droits et libertés garantis par la Charte et, le cas échéant, si ces violations étaient justifiées au regard de l'article 1er. En particulier, elle devait déterminer si les interdictions prévues au règlement contrevenaient aux alinéas 2, B, C et D. Ça, c'est quoi, ça? Ben, c'est liberté d'opinion et d'expression, liberté de réunion pacifique, liberté d'association. Puis là, comme je le mentionnais, là, je vais un peu plus vite, la Cour fédérale, puis ça a été confirmé par la Cour d'appel fédérale, on est venu dire qu'effectivement, il y avait une atteinte trop large à la liberté d'expression, puis que ça ne pouvait pas être sauvé par des circonstances qui justifiaient encore une société libre et démocratique par un autre mécanisme de la Charte canadienne des droits et libertés, là, qui permet certaines violations constitutionnelles en autant qu'elles soient raisonnables, entre guillemets, là, si je mets ça vraiment en termes le plus profane possible. Puis là, bon, comme je l'avais dit plus tôt, on ne s'est pas prononcé à savoir si on a décidé, la Cour d'appel fédérale a décidé de ne pas se prononcer sur la liberté de réunion pacifique parce qu'il y a une atteinte à la liberté d'expression. Là, cette décision-là, je me pose une question un peu novice au niveau justice, mais ça ouvre-tu une potentialité de poursuite au sein du gouvernement fédéral de Trudeau ou Trudeau lui-même, sachant que justement, il a appliqué une loi de mesure d'urgence que clairement, il avait pas, qui ne respectait pas du tout la définition en question, mais il l'a appliqué pareil, sachant que la cour d'appel a comme un peu dire non, finalement, tu n'avais pas raison. Ben, c'est là que je me dois de dire hashtag ceci n'est pas un conseil juridique. Ouais, c'est ça. On respecte les traditions. Mais tu sais, si on passe à la page 43 du document, tu sais, parce que il faut qu'il y ait un dommage en quelque part. Et là, c'est là que je me dis ce qui est intéressant, ce que j'ai souligné en mauve, c'est l'histoire de justement de saisie de compte bancaire et tout et tout. Ouais. Quelqu'un que son compte bancaire a été saisi, par exemple, il a fait manquer des paiements, il a causé des intérêts. Ou, ça dommage à la réputation aussi, parce que, tu sais, mettons quelqu'un qui fait juste donner un 10$, puis tout d'un coup, tu es considéré quasiment comme un criminel / terroriste, parce que c'est la loi sur le blanchiment d'argent, puis ton compte en banque est gelé, puis pendant... Jusqu'à la fin des temps, il va y avoir un historique que pendant tel temps, ton propre compte en banque a été gelé à cause de ça. Il y aurait peut-être moyen. En tout cas, je pose la question ici, comme tu dis, je ne suis pas. Ça, ce n'est pas un conseil juridique, je suis tout sauf un expert en question juridique. Le dommage, ça se définit de manière très large. Il faut que ce soit démontré devant la Cour. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais c'est pour ça, si on peut juste lire les passages en mauve à partir de la page 43. La Cour fédérale a conclu que le décret contrevenait à l'article 8 de la Charte, ça c'est contre les protections contre les fouilles, saisies abusives, parce qu'il avait concrètement pour effet de transformer les institutions financières en autorités subordonnées au gouvernement. Et ça, c'est rough, pareil. De sorte qu'elle était... Bon, OK. 2 dispositions du décret posaient particulièrement problème. Le paragraphe 2 conférait aux institutions financières le pouvoir de geler et donc de saisir les biens de toute personne désignée. C'est fouilles, perquisitions, saisies abusives. Ben, si tu saisis, ben voilà. T'sais. Pour la plupart des gens, une action du gouvernement qui empêcherait le titulaire d'un compte bancaire de pouvoir disposer de son argent constituerait une saisie de ce compte bancaire. De même, la Cour fédérale a conclu que l'article 5, qui oblige l'institution financière à communiquer à la GRC des renseignements personnels, comme les sommes que possédaient les personnes désignées et la manière dont elles dépensaient leur argent, autorisait les fouilles parce que ces personnes avaient une attente raisonnable au respect de leur vie privée à l'égard de leurs données financières privées, de leur relevé d'opération. La Cour fédérale a conclu que ces fouilles et saisies n'étaient pas raisonnables pour l'application de l'article 8 de la Charte, car le décret n'exigeait pas l'existence de motifs raisonnables avant qu'elle soit effectuée. C'est ça, c'est que tu n'avais même pas de motif raisonnable. C'est genre, non, tu saisis, tu gèles, puis voilà. Oui, c'est ça, c'était vraiment at face value presque. Ouais, puis la GRC a reconnu en contre-interrogatoire devant la Cour fédérale que des simples croyances suffisaient pour geler les comptes bancaires. Il y a un loophole, il y a un gap, il y a quelque chose à c'est quoi le terme que je cherche? À amender. Ouais. Ben là, c'est pour ça, le paragraphe suivant, que la Cour fédérale a conclu que le règlement et le décret, ça ne satisfait pas aux critères de l'atteinte minimale. Quand il y a une violation constitutionnelle, ben après ça, tu te dis, OK, mais est-ce qu'il peut y avoir une atteinte minimale qui peut justifier
cette atteinte-là, sauf qu'il y a des cas d'exception dans la Charte canadienne, je n'embarquerai pas là-dessus aujourd'hui, je n'ai parlé dans d'autres podcasts. Ben là, la Cour fédérale a dit que non, l'atteinte n'était pas minimale. Bon, fait que ça, voilà. Puis ce qui est intéressant, après ça, à la page 45, puis je passe beaucoup de temps sur ce que le tribunal inférieur a dit parce que je me dis après, il suffit juste à faire les distinctions qui s'imposent au niveau de l'instance d'appel, puis c'est sûr qu'on va aller plus vite. J'ai souligné ce passage-là en rouge parce que c'est pour ça que des fois tu te dis, on entend ça des fois, tu dis, ça sert à rien, qu'est-ce que ça donne de contester devant les tribunaux? Ben, c'est parce que le tribunal, regarde, on va lire ça. La Cour fédérale a confessé qu'au début de l'instance, elle s'inclinait vers la thèse de Laplan, c'est-à-dire qu'il y avait bel et bien, Laplan étant le gouvernement, qu'il y avait bien qu'il y avait bel et bien une situation justifiant la déclaration d'état d'urgence. Mais la Cour fédérale a candidement écrit candidement ce qui suit. Au début de l'instance, même si je n'avais pas encore statué sur aucune des 4 demandes, j'étais porté à conclure que la décision de recourir à la loi sur les mesures d'urgence était raisonnable. À mon avis, les événements qui sont posés à Ottawa et ailleurs en janvier et février 2022 dépassaient la manifestation légitime et dénotaient une rupture inacceptable de l'ordre public. J'éprouvais, je continue d'éprouver énormément de sympathie pour ceux et celles qui, au sein du gouvernement, ont dû faire face à cette situation. Si j'avais été à leur place à ce moment-là, j'aurais peut-être convenu moi aussi qu'il était nécessaire de recourir à la loi. J'admets par ailleurs que dans le cadre du contrôle judiciaire de cette décision, je réexamine les événements avec le recul sur la base d'un dossier des faits du droit plus complexe, celui dont avait disposé le gouvernement. Mais c'est ça l'affaire, c'est que le tribunal vient de dire, ben oui, écoute, moi, si j'avais été à l'époque, moi aussi, au début de l'instant, je pensais que oui, c'était justifié les mesures qui avaient été prises. Je me mets à la place des gens qui étaient à Ottawa à l'époque, par exemple, je me dis, mon Dieu, il faut invoquer à la loi ces mesures d'urgence. Mais après ça, ce que la Cour explique plus loin, c'est que même une fois que tu soumets ça à l'analyse rigoureuse, que le tribunal se soumet à l'analyse rigoureuse, regarde les faits, regarde les lois applicables et tout, ben ça ne fait pas la cote finalement. C'est que non, le seuil nécessaire pour déclarer l'état d'urgence, tel que défini par les lois applicables, n'était pas rencontré. Bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut jamais. On ne peut pas présumer de quel bord un tribunal va trancher avant d'avoir fait l'instance, avant d'avoir plaidé, avant d'avoir soumis la preuve, puis après ça, de recevoir la décision. T'sais. Mais surtout que la prémisse de tout ça, c'est d'assumer que le gouvernement, que ce soit fédéral, provincial ou même local à Ottawa, a tout essayé, toutes les tentatives ou méthodes pacifiques avant d'en arriver là. Or, ça n'a jamais été le cas. Les camionneurs, comme bien d'autres, ou en tout cas ceux qui s'authentifient comme les leaders, ont toujours ouvert la porte à des discussions dans des salles closes, en tout cas de manière conviviale et non violente, mais les paliers de gouvernement, autant les forces policières, peut-être plus les forces policières, parce que je ne connais pas toutes les histoires, mais ils n'ont jamais tenté le moindre contact avec ces gens-là. Ils n'ont fait que les démoniser du début jusqu'à la fin. Alors que je pense que le dialogue et une ouverture, un canal de communication aurait sans doute beaucoup fait baisser les tensions. Puis peut-être potentiellement que le convoi s'est reparti chez lui s'il y aurait eu une entente de principe entre ces gens-là puis le gouvernement fédéral de baquer sur une telle décision, tout ça. Mais clairement que sous Trudeau, pour le voir très bien, c'est contre Ontario, il était allé se cacher dans son genre de chalet en Ontario, quelque part. Mais ça montre qu'il y avait Il n'y avait pas de volonté politique à cet égard-là, c'est sûr. Ben, c'est ça, il n'y a aucune volonté politique de vouloir même tenter un dialogue, puis ils se sont dit, ben là, hey, puis là, on voit que justement, puis les gens, sachant qu'il n'y avait aucun dialogue, commençaient de plus en plus en crise, puis ben, ils n'ont rien fait au niveau violent, mais ils se sont dit, ben, tant qu'il n'y a pas de dialogue, ben, on reste. Puis là, le monde, puis là, les médias, ça chialait. On a recommencé, ils restent là, ça fait 2 semaines, ils sont là, je pense que le message a été fait. Non, il n'y a pas de dialogue. Ils sont là, je pense que ça aurait été fait aussi longtemps que ça aurait été fait si ça aurait continué au-delà de la loi, ces mesures d'urgence, il n'aurait pas eu parce que ce qu'ils voulaient, c'était un réel dialogue parce que c'était des citoyens canadiens qui avaient des demandes légitimes, puis c'est ça, ils ont décidé de ne pas le faire. Oui, ben c'est ça. Fait que là, maintenant, là, ça va aller beaucoup plus vite à partir de maintenant. La table a été plus que mise. Si on va à la page 46, c'est quoi les 2 questions à laquelle la Cour devait répondre? Ben, d'abord, elle devait se demander si la décision de déclarer l'état d'urgence à savoir si les mesures d'urgence étaient raisonnables. Puis après ça, elle devait se demander si la Cour fédérale avait commis une erreur en concluant que le règlement et le décret contrevenaient à l'alinéa 2B. L'alinéa 2B, on se rappelle, c'est la liberté d'opinion, d'expression. À l'article 8 de la Charte sur les fouilles, perquisitions, saisies abusives, sans que la violation soit justifiée au regard de l'article 1er. L'article 1er, bien ça que j'expliquais, c'est dans le cadre d'une société libre et démocratique, tu peux porter atteinte à certains droits constitutionnellement protégés. Là, maintenant, c'est là que je vais aller un peu vite. Oui, comment que la Cour a tranché ces 2 questions-là? Bien là, d'une part, on est venu dire que oui, la décision de recourir à la loi sur les mesures d'urgence, c'était déraisonnable. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas démontré qu'il y avait des motifs raisonnables de croire qu'il existait une menace envers la sécurité nationale ou une situation de crise nationale au sens de la loi, ou encore qu'il est impossible de faire face à cette situation sous le régime des lois en vigueur, premièrement. Puis ensuite, on vient dire que oui,
Ça, là, on tombe à la question 2, qui a 2 sous-questions. D'une part, c'est la liberté d'expression et d'opinion, puis ensuite sur les protections contre les fouilles, perquisitions, saisies abusives. Au niveau de la liberté d'expression, on vient dire que c'est une des assises, évidemment, de la démocratie, qu'on ne peut pas porter atteinte qu'on peut pas y porter atteinte sauf pour des raisons impérieuses et sérieuses. Puis là, je recite un peu ce que tu avais lu hier pour que ça aille plus vite, l'espèce de communiqué de presse sur la déclaration de la Cour fédérale expliquant sa Ouais, ouais. décision. Fait que là, j'y vais. Aussi dérangeante que les manifestations aient été, le symbole que représente leur lieu, soit les postes frontaliers devant la colline du Parlement, était protégé par l'alinéa 2B de la Charte. En criminalisant les manifestations, que la personne ait participé ou non à l'acte de violence ou à l'acte qui troublait la paix, le règlement enfreint le droit des manifestants à la libre expression et ne constituait pas une limite raisonnable au sens de l'article 1. Fait qu'on ne pouvait pas venir sauver cette violation constitutionnelle-là, en quelque sorte. Et ensuite, pour ce qui était à l'égard des fouilles, perquisitions, saisies abusives, on dit, oui, bien que le gouvernement ait eu un objectif réel et urgent pendant le décret, sa mise en œuvre est improvisée et confuse. Les fournisseurs de services financiers étaient tenus de communiquer l'existence de biens dont il avait des motifs raisonnables de croire qu'il appartenait à des personnes désignées ou étaient détenus ou contrôlés par elles sans mandat ni procédure précise. Fait que, c'est pas vraiment, tu n'as pas de protection à ce moment-là. C'était un petit nid, là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on est vu dire qu'à ce moment-là, les fouilles n'étaient pas raisonnables au sens de la charte, puis n'étaient pas justifiées non plus suivant l'article 1 de la charte, parce que ça ne portait pas atteinte de façon minimale au droit et à la protection, contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. Bon, essentiellement, c'est ça l'essentiel de la décision. Fait que là, maintenant, j'ai sauté l'essentiel de la décision de la Cour d'appel fédérale. Maintenant, c'est ça, je voulais aller davantage sur les quelques commentaires que j'ai retenus, parce qu'il y a des choses, c'est drôle, qui venaient rejoindre des choses que Yann, notamment, a mentionné en podcast, tu sais. Fait que comme quoi, finalement, les podcasts de sous-sol ne sont pas si fous ça. C'est la Cour d'appel fédérale, quand même, il y a même un tribunal d'appel, tu sais, une cour supérieure canadienne, est venu dire exactement la même affaire. Tu sais, là, donnez-moi juste quelques instants, je me promène dans mon document. Parce que ça, pour bien le comprendre, évidemment, j'ai fait des annotations ou des surlignements qu'on ne repassera pas dessus. Tu me diras juste le numéro de page, puis je vais aller direct dessus. Oui, c'est ça. On peut peut-être juste que pour les gens, tu peux peut-être aller à la page 107 du document. Où est-ce que là, on reprend peut-être le petit passage en rouge encore, parce que je pense que c'est important de bien fesser sur le clou. Là. Hormis les perturbations économiques, le seul incident de violence invoqué était la saisie d'une cache d'armes et de munitions à Coutts, auquel s'ajoutaient de vagues signalements de harcèlement, d'intimidation et d'agression, et le fait que les forces policières à Ottawa étaient dépassées par les événements. À notre avis, ça ne satisfait pas à l'exigence voulant que des renseignements concluants et dignes de foi justifie la conclusion qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il existait de la violence grave ou des menaces de violence. Exactement, merci. Là, souvent, on ajoute « Déclarer l'état d'urgence est un acte très sérieux, conjugué des pouvoirs extraordinaires conférés à la branche exécutive du gouvernement fédéral une fois que le recours à la loi. Pour ce motif, il est essentiel que les exigences rigoureuses établies par le législateur soient strictement respectées. » Fait que, tu sais, les gens qui aiment ça chialer sur hashtag le gouvernement des juges, là, non, ça, là, ce que vous avez ici, là, c'est une parfaite démonstration de la balance des pouvoirs, puis que que tout le monde est soumis à la loi, finalement, tant le citoyen que le gouvernement lui-même. Donc, c'est juste ça, je trouvais que ça méritait d'être souligné. Après ça, on peut ajouter rapidement à la page suivante. Bien que les blocus et les manifestations du convoi à Ottawa aient causé de l'inquiétude et des perturbations, ils étaient loin de constituer une menace envers la sécurité du pays. C'est ce qui ressort de l'évaluation de la menace effectuée par le CRS lui-même. Non, jamais d'histoire de renverser le gouvernement. Lâchez-moi avec ça. C'est le genre de 6 janvier 2.0. C'était de la fabulation médiatique, de l'enfant verbal pas mal. Non, puis après ça, on ajoute, nous ne voyons pas comment le gouvernement pouvait croire, pour des motifs raisonnables, qu'il existait une menace envers la sécurité du pays au moment où la décision de recourir à la loi sur les mesures d'urgence a été prise. Comme la Cour fédérale, nous sommes d'avis que si on interprète correctement la loi, en tenant compte de son libellé exigeant et du contexte de son adoption, la preuve ne démontre pas qu'il y avait un fondement objectif, étayé par des renseignements concluants et dignes de foi, à la croyance qu'il existait une menace envers la sécurité du Canada. Fait que, tu sais, tous ceux qui disaient le contraire... Hashtag les médias. Ce serait le fun qu'il le reconnaisse. Tout le monde peut se tromper, mais encore une fois, comme je le disais tantôt, tu ne peux pas présumer d'une décision tant que la Cour, tant qu'elle n'aura pas fait l'objet finalement d'un recours, puis que ça n'aura pas été tranché par le tribunal, je te dirais même jusqu'à l'instance ultime, si jamais ça monte en Cour suprême ou quoi que ce soit. Ça n'arrivera pas, Simon. Regarde, la nouvelle est sortie quand, je ne sais pas quoi, jeudi ou vendredi passé. As-tu vu une chronique ou un segment de médias par rapport à ça? Ils ne sont pas caves. Ils savent qu'ils se sont plantés et ont l'air d'une gang de cons. Ils n'en parleront pas. Là. La plus grande arme des médias aura toujours été que c'est ça. Quand ils n'en parlent pas, ça n'existe pas. Fait que, ils publient la nouvelle, pas le choix, mais il n'y aura pas de commentaire qui va être fait là-dessus. Ça,
C'est ça le côté chiant malgré tout ça. Est-ce qu'ils vont apprendre leurs erreurs? Puis écoute, je ne veux pas nécessairement skipper ton libellé, mais moi, je veux savoir, autant je comprends que c'est une décision de la Cour, puis je comprends que ce n'est pas des législateurs, mais est-ce qu'on amène des recommandations à écouter, il y aurait peut-être des quelques petites micro-modifications à faire pour que justement, mettons, les définitions soient plus claires sur certaines lois, pour que justement une utilisation future de la loi sur les mesures d'urgence ne soit pas encore faite tout croche comme c'est arrivé là. Est-ce qu'il y a comme un genre de semblant de ça ou on est uniquement sur la décision et on n'ose pas aller dans cette décision-là? Ben là, évidemment, la Cour ne se prononce Non, c'est ça. pas parce que ce n'est pas son rôle de dire c'est quoi les modifications législatives qui pourraient être apportées pour qu'un jour, si une situation semblable se reproduise, cette fois-là, ça passe le test des tribunaux. C'est pas son rôle. Mais c'est sûr qu'en quelque part, quand tu dis cette décision-là, je le Ça ouvre mentionnais la tantôt, porte, on là, fait c'est ça. référence à une définition dans la loi sur le CRS. Ben, c'est que quelqu'un qui est moindrement ferré en droit est capable de voir, OK, ben, il y aurait moyen à ce moment-là, on pourrait faire telle ou telle modification à la loi pour que ça puisse passer un jour au test des tribunaux si jamais une situation comme ça se représente et qu'on veut invoquer à nouveau la loi sur les mesures d'urgence. Mais il faudrait y apporter des modifications. Fait que là, maintenant, je ne sens pas de volonté politique là-dessus en ce moment, mais je veux pas, faut jamais dormir sur nos lois et sur notre droit. Il faut toujours rester à l'affût. Déjà le fédéral est chanceux dans le sens que eux autres, c'était inscrit dans la loi qu'automatiquement, après l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence, il fallait qu'une commission d'enquête indépendante soit déclenchée pour voir si ça a été. C'était inscrit dans la loi que c'est automatique. C'est pas Trudeau qui s'est dit je vais m'enquêter moi-même. S'il n'y avait eu pas de clause comme ça, il n'aurait jamais fait une. Comme au Québec d'ailleurs. Hein? On n'a toujours pas de commission indépendante sur la gestion de la pandémie. Puis en tout cas, c'est pas en enterrant ça, en disant que c'est des vieilles histoires, qu'on ne répétera pas les mêmes erreurs dans le futur. Et c'est pour ça que je me dis, ben, autant que je comprends que c'est un sujet un peu touché, mais je pense qu'il y aurait moyen de passer ça, un genre d'amendement à certaines lois, puis que ça se fasse le consensus. Regarde, on ne sait pas ce qui peut arriver. Là. Puis il y en a qui. Ça peut être des situations vraiment graves. Là. Mesures d'urgence, ça peut être une guerre, je sais pas, une catastrophe naturelle quasiment globale, une invasion d'aliens, appelez ça ce que vous voulez. Là. On ne sait pas ce qui va arriver, mais je pense que c'est pour le bien-être de tous les Canadiens que les modifications soient faites pour pas que justement, autant qu'un futur gouvernement conservateur, libéral ou peu importe autre parti qui pourrait être inventé dans le futur, ben, fasse pas ça de manière tout croche comme c'est pensé là. Oui, mais d'autres pourraient dire que c'est une boîte de Pandore, parce que c'est besoin qu'on réouvre la loi. Est-ce qu'ils ne vont pas juste la resserrer, mettre une définition plus large possible pour que ce soit plus facile de l'invoquer et de ne pas se refaire virer de bord en cours? Maintenant, je me dis ça en contexte québécois, ben là, on sait le go s'en va, la CAQ, c'est probablement ses derniers 1000, quoi qu'on ne sait jamais. Tu te dis, ben, à ce moment-là, si un jour il y a quelques conservateurs qui rentrent au Parlement, puis mettons que tu as un Charles Milliard ou même un PSPP premier ministre, puis là, qu'il y a des scandales qui commencent à sortir, ces contrats de gré à gré dans la pandémie, ben moi, je pense que c'est peut-être plus comme ça qu'éventuellement, on pourrait avoir une commission sur ce qui s'est passé pendant la COVID. Oui, puis j'espère qu'on va pouvoir en faire une avant que tous ceux qui étaient là-dedans décèdent. Là, parce que tu sais, on essaie de faire des trucs. Là, on va attendre que tout le monde, un peu comme les files aux États-Unis, on attend que tout le monde soit mort avant qu'on puisse les déclassifier. Là. Non, on n'a pas le goût que ça arrive. Là. Je comprends que c'est encore très vif dans l'esprit des gens, mais je pense que c'est pas à dire, mais c'est autant d'un bord comme de l'autre, c'est une job qu'il va falloir faire parce que c'est complètement irresponsable qu'après tout ce qui s'est passé, qu'on enterre ça puis qu'on se dit que c'est jamais arrivé alors que c'est arrivé puis que si on veut apprendre de nos erreurs, c'est plate, mais c'est le processus à suivre. C'est pas le fun, j'en conviens. C'est un peu comme les victimes d'agressions sexuelles ou peu importe qui racontent toute leur histoire à nouveau devant le tribunal à cause de tel procès, c'est de la chenoute faire ça. Mais ça fait partie du processus, puis il faut que ça se fasse si vous voulez qu'il y ait un jugement en bout de ligne, puis qu'il y ait des affaires qui s'apprennent, puis qu'il y ait des erreurs qui ne se fassent pas, puis toute la patente. Fait que, non, c'est ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y aurait une possibilité vraiment pour des. C'est sûr qu'en même temps, il faudrait que ça se fasse de manière transpartisane dans le meilleur des cas. Là. Je comprends que c'est un peu un vœu pieux là, dans la situation actuelle, là. Mais que ce soit futur ou dans 15-20 ans ou whatever, s'il y aurait une réelle volonté politique d'un bord comme de l'autre de vouloir vraiment y aller de manière transpartisane, puis via cette décision-là, qu'il y aurait une possibilité de. En tout cas, autant qu'on suggeste pas les trucs, là. Mais on sait que quand c'est seulement les années 80 qui ont révisé la loi sur les mesures de guerre pour la remplacer par la loi sur les mesures d'urgence, quand justement Pierre-Éliott Trudeau n'était plus là, puis les politiciens qui avaient voté la loi à l'époque, la plupart étaient partis aussi. Fait que c'est pour ça, retenez pas votre souffle jusqu'à demain matin, là, ça risque de prendre un peu plus de temps que ça si jamais ça se fait. Peut-être rapidement, avec les quelques minutes qui nous restent, ces derniers commentaires que je trouve intéressants de la Cour, puis on va y aller beaucoup plus rapidement. À la page 116 du PDF, où est-ce qu'on dit l'intention du législateur était que le pouvoir soit exercé avec parcimonie et dans les circonstances les plus exceptionnelles. Étant donné que la loi autorise le cabinet à empiéter sur les domaines de compétences provinciales, il ne faut y recourir qu'en dernier ressort si on souhaite préserver la nature fédérale de la Constitution.
Ça, je trouve ça intéressant. Je sais pas, tu sais, encore une fois, dans cette perspective, un gouvernement des juges, nanana, ouais, bon. Puis d'un autre côté, c'est sûr que, tu sais, si tu es un nationaliste, tu n'aimerais peut-être pas ça qu'on entende parler de la nature fédérale de la Constitution, On mais l'a en pas même temps, signé! cette Constitution-là, ouais, ben, que tu l'aies signé ou pas, elle est là pour protéger tes droits puis les champs de compétences de ta province aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, bon, enfin. Sinon, si on saute plus loin, si on va à la page 144, quelques commentaires que j'ai soulignés. Parce que je trouve que ça fait du bien à entendre. C'est sûr tous ceux qui attendaient ça à l'époque 2020, 2021, 2022, ben là, la Cour finalement fait quelques commentaires intéressants. La Cour en rouge, la Cour suprême a également rappelé à maintes reprises que la démocratie libérale exige la libre expression des opinions politiques et que le discours politique représente un aspect fondamental de la liberté d'expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. En effet, la Cour suprême a affirmé que le discours politique représente la forme d'expression la plus importante et la plus protégée car il constitue un aspect fondamental de la garantie relative à la liberté d'expression. Ça fait quand même du Ah bien ouais, à ça lire. montre qu'il y a encore de l'espoir, là. La Cour en rajoute à la page suivante. En raison de l'importance du discours politique et du fait que celui-ci constitue un aspect fondamental de la liberté d'expression garantie par l'alinéa 2B de la Charte, il commande un haut degré de protection constitutionnelle et peut seulement être restreint pour des raisons sérieuses et impérieuses. Ça, encore une fois, c'est pas rien. Là, Ah non, ça montre. C'est ça, ça montre qu'il y a encore un peu de gros bon sens qui se passe au niveau des tribunaux à certains égards. Là. Puis écoute. Ben moi, j'ai jamais été, comme tout le monde, il y a des décisions qui peuvent ou pas me plaire. Mais tu sais, en quelque part, je trouve que les tribunaux canadiens font du bon travail. Là, moi, j'ai encore confiance à nos institutions canadiennes. Encore une fois, pour parler avec ce Vincent dit souvent, il faut distinguer les acteurs des règles du jeu. Je trouve que les règles du jeu au Canada en matière de justice, et les tribunaux, oui, il peut y avoir des enjeux liés au financement de la justice, les délais, Puis avant une d'avoir certaine des décisions. wokisation, si on en avait parlé, là, laisser rendu qu'on donne des peines pour des gens tout dépendant s'ils sont de telle couleur dans le pays. Là, disons que c'est ça. Il y a comme une certaine caricaturisation du système de justice à certains égards aussi avec les affaires d'historique ethnique ou de patents de trucs. Si vos ancêtres ont été esclaves, donc vous allez avoir une peine réduite ou d'affaires. En tout cas, C'est pour ça que je dis, écoute, sans dire qu'il n'y a pas d'enjeu, moi, tout ce que je dis, c'est qu'en ouais, matière généralement de parlant. cours de justice au pays, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, finalement. Là, j'ai souligné un petit passage que j'ai plus ou moins aimé à la page 150 où est-ce qu'on dit il est vrai que certains manifestants ont réellement troublé la paix en bloquant le centre-ville d'Ottawa, en faisant du bruit sans interruption avec des klaxons de camions, des sifflets de train et des feux d'artifice, en faisant la fête tard dans la nuit et en poussant des chronos de, entre guillemets, liberté amplifiés par des mégaphones. J'aurais aimé que le mot liberté ne soit pas mis entre guillemets, mais tu sais, regarde. Au moins, ils n'ont pas marqué liberté. C'est pas je vais vivre avec là, à un moment donné. Le mot là, liberté, parce que ça fait drôle un peu. Peut-être juste une dernière chose, je recherche parce que je vois le temps qui file. Il y avait un commentaire que la Cour avait fait. Je recherche un de mes commentaires. Où est-ce qu'on dit que le Parlement, c'est un lieu tout indiqué pour se réunir puis manifester. Là. Alors, c'est ça, je trouvais que c'était intéressant, justement, parce que Yann l'avait mentionné à plusieurs reprises à l'époque dans le podcast, puis par après, qu'il a dit non, moi, s'il y a une place où est-ce que je veux qu'on manifeste au Canada, puis que c'est correct, là, ben c'est devant la colline du Parlement, c'est à Ottawa. Puis je comprends que pour les commerçants autour, ça peut être plate, mais à un moment donné, on risque de manquer. Ça devant un McDo, là. On risque de manquer de sensibilité, tu sais, deal with it. Bon, là, je ne le retrouve pas là, exactement parce que c'est quand même, encore une fois, on parle quand même de plus de 200 pages, là, mais c'est là-dedans. Le juge le mentionne très bien que c'est un lieu tout indiqué. La colline parlementaire à Ottawa, c'est un lieu tout indiqué pour manifester. Fait que, les histoires, ce qu'on avait mentionné plus tôt, de dire que ben là, finalement, par le règlement et le décret qui avait été adopté de mesures d'urgence, qu'on faisait de la colline parlementaire une zone protégée, puis que là, si tu voulais y aller, ça peut te mettre dans le trouble et tout. Ben ça n'avait pas raison d'être. Puis même, il y avait des comment on dit ça, les citoyens d'Ottawa, des Ottawanais, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Comment qu'on Moi non plus, mais d'un coup, ça me parle. Je me suis jamais posé cette question-là. Mais en tout cas, les citoyens d'Ottawa, il y en a plusieurs qui parlaient avec des manifestants parce qu'ils étaient vraiment pas contents, parce qu'ils ne pouvaient pas dormir depuis des jours. Mais en même temps, comme tu dis, deal with it, tu habites à Ottawa, là. Tu dois savoir qu'il va y avoir des manifestants qui vont arriver de temps en temps, puis des trucs assez exceptionnels. Puis il y en a qui disaient, vous êtes à mauvaise place, c'est dans les parlements provinciaux que vous devez manifester, vu que les lois sur les mesures sanitaires ou les lockdowns, tout ça, les couvre-feux, c'était géré par le provincial. Je comprends. Mais ça reste que vu que le mouvement avait... le mouvement a starté, comme tu l'as dit, avec l'histoire de
vaccination obligatoire pour les camionneurs, mais c'est comme devenu plus large sur les mesures en tant que telles, ça transcendait les enjeux fédéraux provinciaux aussi. Fait que je pense que le best play, c'était pas mal là. Mais c'est pour ça, tu vois, la page 145, on dit, page 145, mais 149 du PDF. Par la nature, les manifestations sont perturbatrices. En effet, la perturbation fait partie intégrante de l'expression. Manifester est une activité expressive bien établie. Il a aussi été affirmé que le droit de protester contre l'action gouvernementale touche à l'essence même de la garantie de liberté d'expression. Plus loin, on ajoute, en citant la Cour d'appel de l'Ontario dans un autre dossier, une manifestation ne cesse pas d'être pacifique simplement parce que les manifestants sont bruyants et en colère. C'est important, ça, là. Je sais que des fois, Jérôme Blanchet-Gravel, il trouve qu'on est un petit peu amorphe, particulièrement au Québec. Justement, écoute, une manifestation, c'est normal que ça fasse du bruit, puis c'est normal que ça Par soit définition, dérangeant. c'est ça. Je veux dire, sinon, c'est pas une manifestation, c'est une parade. Là. Je veux dire, il y a comme une différence entre les deux. Je veux dire, le but, moi, ça me fait tout le temps rire. Des fois, tu as comme des manifestations aux États-Unis, souvent des gens plus à gauche, quoi que ce soit, la cause des femmes, whatever. Il y a plein de gens, mettons, de médias alternatifs ou des gens avec des micros qui vont voir les gens qui marchent dans la manif, ils demandent vous êtes là pour manifester pourquoi? Puis il y en a qui disent ah non, je veux pas te parler. Ah, mais qu'est-ce que tu fais à manifester? Le but de manifester, c'est justement qu'à un moment donné, on te mette le micro en dessous du nez, puis on te demande ce que tu fais là. C'est pas ça le principe, de faire avancer un message, d'avoir quelque chose à dire, tu sais. Oui. Fait que c'est ça, là, moi, je trouve que ça a vraiment du sens. Puis sérieusement, je suis content que ça arrive parce que pour vrai, puis on parle du niveau de confiance envers les institutions, si jamais ça aurait sorti de l'autre côté, puis ça aurait dit non, finalement, c'était légitime de le faire, je te confirme que moi, personnellement parlant, mon niveau de confiance envers les institutions aurait droppé d'une pas mal grosse shot. Là. Je suis content que ça ramène. Je dis pas que je suis en mode ultra confiance, puis wow, le système fédéral est magnifique. Non. Je suis comme un peu en mode statu quo, autant que l'histoire de la COVID, autant puis du convoi a quand même laissé des séquelles à beaucoup de gens, moi inclus, puis ça m'a ouvert les yeux à plusieurs affaires, puis je suis encore quand même relativement méfiant à certains égards. Mais le fait que même c'est 4 ans plus tard, 4 ans moins un mois, que le système de justice finit par trouver, comme dirait un certain politicien, le gros bon sens, au sens juridique, puis au sens, c'est ça, de nos libertés, ben, ça montre qu'il y a encore un peu d'espoir. Fait, je pense qu'il faut s'accrocher là-dessus. Ouais. Ça reste, comme tu le dis, le système n'est pas parfait, mais garde, disons que je pense pas que c'est dans une république de bananes qu'on aurait eu ce jugement-là. Ça de même. T'sais. Non, tout à fait. Non, tout à fait. Encore une fois, comme j'aime bien le faire à chaque podcast, on met les choses en perspective. Et justement, on peut terminer là-dessus. J'ai trouvé le fameux passage que je cherchais tout à l'heure, en haut de la page 148 du PDF. La dissémination d'une idée est la plus efficace lorsqu'elle jouit d'un nombre important d'interlocuteurs et la structure économique et sociale de notre société fait en sorte que le plus grand nombre d'individus, c'est-à-dire d'interlocuteurs potentiels, se trouvent souvent en des lieux qui relèvent de la propriété de l'État. Ainsi, des lieux qui relèvent de la propriété de l'État, comme les postes frontaliers et la colline parlementaire, sont donc des lieux parfaits pour les personnes qui souhaitent s'exprimer. Ah, regardons ça. J'avais noté que ça donnait raison à Yann. Ben oui, 100%. Ben oui. Puis là, ils vont dire ouais, mais les rues, t'es pas obligé de débloquer. C'est ça. Je comprends, mais on parlait d'une affaire, c'était un convoi, c'était des 18 roues, puis ça finissait plus, puis tu sais, encore là. Mais c'est celui qui a manifesté où? Ben c'est ça. Puis en même temps, je comprends que ça a pris une proportion extraordinaire. Écoute, là, je voyais des vidéos puis des gens là, qui étaient à 1 heure d'Ottawa, puis le convoi avait arrêté. Le monde ça se prêtait d'un petit village aux alentours de la capitale. Tu avais des grands-mères qui faisaient des muffins pour les camionneurs qui attendaient pour rentrer dans la ville. C'était fou, là, tu sais. Mais à quel point, moi, c'est ça qui me fascine, puis on peut terminer là-dessus. On le voit clairement, puis désormais, c'est prouvé par une décision de la Cour, c'est qu'à quel point, tu sais, la réalité qu'on nous présentait versus la réalité sur le terrain était tout autre. Réellement, puis sérieusement. Puis je l'ai dit souvent, puis je vais le redire, il y a un concept en politique canadienne qui a toujours été un peu flou puis un peu non existant. C'est le concept d'unité canadienne. Là, parce que ça n'a jamais vraiment existé. Il y a toujours eu les francophones qui sont chicanés contre les anglophones, puis les Autochtones ont eu leurs affaires aussi. Fait que, l'unité canadienne, c'est un concept que les gens connaissent ou qu'on entend parler, mais ça n'a jamais vraiment existé. Mais quand même, il faut que je le dise, d'après tout ce que j'ai vu puis des commentaires que j'ai entendus, des gens que je connais, ben, une des rares moments, pour le peu de temps que ça a duré, qu'il y a eu vraiment une unité canadienne de gens, de peu importe, qui venaient de partout à travers le pays, qui parlaient anglais, qui parlaient français, qui étaient d'origine sikh, qui étaient de souche canadien-français, canadien-anglais, qui étaient des autochtones ou de whatever, des asiatiques, name it. Ben, tous ces gens-là, peu importe qui étaient, une bande d'inconnus pour la plupart, à travers tous ces gens-là, ils sont rassemblés autour d'une cause qui était fondamentale, ben, c'est le principe de la liberté.
Puis ça montre à quel Ouais, point, tu sais, des valeurs fondamentales rassemblent les gens de tout acabit, de toute allégeance politique, de toute géographie ou localisation qui puisse se trouver quand c'est le temps de le faire. Puis je pense que puis tout à fait. ce qui me flabbergasse, malgré la décision de la Cour qui nous rend justice aujourd'hui, c'est que malgré tout ça, au lieu de s'asseoir tranquillement puis de prendre un grand respire, comme dirait l'autre, puis de discuter avec ces gens-là, on les a démonisés. Alors que c'était monsieur, madame, tout le Ouais. monde. C'était pas des groupes organisés, au contraire. Autant qu'ils sont organisés par la suite, mais c'est vraiment revenu. C'était du monde ordinaire. Tu sais, c'était des grands-mères, c'était des Mhm. enfants, c'était des jeunes, c'était des plus vieux, c'était des gens de partout. C'était des Canadiens, Chris, des Québécois. Beaucoup des personnes vulnérables qu'on prétendait protéger, justement des gens plus Exactement. âgés, des enfants, des immigrants, Puis le bon, gouvernement, l'État officiel qui les représente, a décidé de les démoniser puis de les traiter de quasiment de terroristes. Incluant la mmh, classe médiatique et politique, du moins pour certains. Tu sais, je sais qu'il y a des gens comme Pierre Poilievre, avant même qu'il soit chef, avait appuyé à certains égards, tout à fait, oui, mais ça montre à quel point que ça a fait une cassure, puis je pense que c'est une cicatrice qui va être très longue à guérir. Puis je comprends encore qu'il y a oui. beaucoup de gens qui ont encore beaucoup de remords par rapport à ça. Puis crois-moi que le «je me souviens», là, autant que ça s'est pas passé au Québec, là, mais s'il y a bien une période de notre histoire qu'il faut pas oublier, c'est bien cette période-là, là. Voilà, ils vont s'en Ils vont souvenir s'en cette fois-là, souvenir, ouais. puis je pense que autant la classe politique future présente qui doit s'en souvenir, puis les gens qui ont participé, puis les futures générations aussi pour prouver que c'est ça. Ça a des impacts, puis aussi que pas décourager des futurs trucs de ce genre-là non plus, tant que ça reste pareil, là, tu sais. En plus, c'est pas dire qu'il Mmh. faudrait hijacker la capitale tous les ans, là, c'est pas ça le point, là. Non, Tu sais, non, non, non. comme on dit, c'est un événement, ouais, Ouais, puis c'est des circonstances c'est ça, exceptionnelles once in a qui restent, lifetime, là, comme mais dirait l'autre, là, mais ouais. Mmh. c'est ça. Je pense que j'espère, dans l'éventuel, autant que je veux pas que d'autres crises arrivent. Malheureusement, on vit dans un monde imparfait. Ça va, par définition, ça va arriver. On ne sait pas dans, sait pas quand. Ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 100 ans, on ne le sait pas. Mais j'espère que la prochaine fois que ça va arriver, ben justement, les futurs élus qui vont être en place, qui disent pouvoir nous représenter, vont réagir de manière plus humaine, puis justement, plus démocratique un peu. On peut le Mm. souhaiter, oui. Écoute, thank you, Simon. Je sais que c'était vraiment une job de moine Oui, à 200 pages, c'est quelque chose, là. Puis il faut vraiment triper. il y a pas de Je problème, sais ça que fait c'est ton plaisir. domaine, mais quand même, ça reste que la paperasse, ça reste de la paperasse. Là. Fait en tout cas, j'espère que Ouais, vous avez apprécié, chers auditeurs. Merci ben beaucoup. oui. Normalement, on devrait être de retour aussi la semaine prochaine pour un autre épisode de l'édito. Oui, Donc, sinon, prenez soin de vous. Puis, c'est ça. Restons positifs envers notre système. ben oui, Reste là. toujours. Bye bye.